Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 5G Lab Orange avec un sujet passionnant aujourd'hui, la XR. Alors, je vous propose une définition parce que ce terme est assez nouveau pour beaucoup, bien que l'on retrouve des premiers travaux scientifiques dans les années 60. La XR, c'est vraiment un sujet depuis longtemps dont on parle et aujourd'hui, enfin, on va pouvoir en parler avec des experts. Mais qu'est-ce que la XR? Alors, XR, ça veut dire Extended Reality. C'est la réalité étendue. C'est un terme qui fait référence à tous les environnements, donc réels et virtuels. Et donc la XR comprend la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité virtuelle. Mais est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est bien réel, la XR? Pour y répondre aujourd'hui, on a la chance d'avoir des experts avec nous. Nous sommes avec Jérôme Jacquemin, donc Senior Director Product Marketing Europe, donc du service IoT de Qualcomm, Florian Couret, Head of Immersive Lab, donc de BNP Paribas Real Estate, Stéphane Adamiac, directeur des produits chez Manzalab, Morgane Boucher, qui est responsable de l'innovation et des contenus digitaux, donc sur la XR pour Orange, Mathieu Ducrot, responsable de la 5G de la XR chez Orange, et nous aurons un magnéto avec Olivia Stockwell, qui est Head of Global Marketing chez Enreal, et nous verrons ce que c'est Enreal au cours de cette émission. Mais pour bien débuter cette émission, je vous propose d'accueillir notre première invitée. Elle est directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange en charge de l'Orange 5G Lab. Bonjour Stéphanie Cavaillès. Bonjour Romain et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour bien comprendre les transformations de la 5G, est-ce qu'on peut débuter par une question assez simple? Qu'est-ce que la 5G? Bien sûr Romain, alors la 5G, c'est une évolution des réseaux mobiles tout d'abord, qui sera compatible et complémentaire avec les générations précédentes, mais c'est aussi et surtout une révolution technologique qui va permettre de nouveaux usages. Alors le déploiement de la 5G va se faire de façon progressive pour dans un premier temps renforcer toute la connectivité en extérieur des lieux très fréquentés par le public, où notre réseau est fortement sollicité, et donc c'est en général en priorité dans les zones urbaines et les zones d'activité. L'objectif, bien entendu, c'est de continuer à proposer une connexion toujours plus fluide, sûre et efficace, alors que les besoins de nos clients ne cessent d'augmenter. Pour donner un petit chiffre, en 2019, on a constaté plus 40% d'augmentation de leurs usages. Et donc, c'est des usages qui évoluent et c'est des usages qui sont de plus en plus exigeants. Pour vous donner un petit calendrier de façon plus concrète, la 5G sera déployée en 2 temps. Dès 2020, nous assisterons à une amélioration significative des débits qui seront 2 fois plus rapides que la 4G aujourd'hui, pour des usages de plus en plus exigeants, pour nous permettre de mieux nous former, de mieux travailler, de mieux produire et de communiquer. Et c'est vraiment à partir de 2023 où nous assisterons à l'arrivée du cœur de réseau 5G, avec un débit qui sera jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. Et donc ce temps de réponse du réseau extrêmement court et des performances permettant finalement l'arrivée d'usages en rupture. Donc on pourra assister à de la e-santé, des automobiles connectées, l'industrie 4.0, etc. Alors effectivement, on l'entend dans ce que vous dites, il y a énormément d'évolutions avec la 5G, ça va toucher beaucoup de secteurs. Vous finalement, avec l'Orange 5G Lab, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors l'objectif de notre programme Orange 5G Lab, c'est de préparer à l'adoption de la 5G par l'information, la démonstration et le développement de tous ces nouveaux usages. Nous souhaitons proposer à l'ensemble de nos partenaires un accompagnement ainsi qu'un lieu de découverte et d'expérimentation. Je viens juste après. Et donc vraiment les objectifs, c'est mieux comprendre les bénéfices et l'impact de la 5G sur leur activité pour qu'ensemble avec Orange, nous puissions stimuler l'innovation au sein des entreprises, inventer les usages de demain et permettre effectivement à toutes ces entreprises et tous ces partenaires d'anticiper, de se projeter dans un environnement 5G qui va impacter de toute façon leurs offres, leurs métiers et leur organisation du travail. Donc nous allons mettre à disposition de l'ensemble de nos partenaires 2 espaces. Un espace de découverte qui sera là pour informer, rassurer quand il y a lieu, on le voit bien autour de la 5G, il y a énormément d'enjeux autour de l'acceptabilité. Et puis, bien évidemment, de faire découvrir. Et nous mettrons à disposition un espace expérientiel avec une multitude de démonstrations pour le B2B, pour le B2C, pour vraiment être au cœur de la bénéfice de cette dernière. Et donc, nous proposerons un deuxième espace qui est un espace d'expérimentation et de prototypage pour que tous nos partenaires puissent venir dans ces espaces, tester leurs services en avance de phase avec Orange, dans un environnement 5G qui va leur permettre de bénéficier des derniers équipements,
terminaux 5G, d'être accompagnés par nos experts techniques et marketing et de pouvoir bénéficier d'un réseau expérimental qui sera toujours en avance de phase par rapport au réseau commercial. De découvrir ce lieu. On espère que le Covid va vite partir et on pourra vite se rencontrer, se revoir et tous vous accueillir au 5G Lab, effectivement. Dernière question, peut-être Stéphanie. Aujourd'hui, on parle de la XR. Pourquoi est-ce que ce sujet aujourd'hui vous a paru important? Pourquoi est-ce qu'on parle de la XR aujourd'hui? Très bonne question, Romain. Effectivement, la XR, c'est une technologie d'avenir qui est aujourd'hui en phase d'accélération et qui va pouvoir se développer encore plus vite, et ce grâce à la 5G. Notre volonté aujourd'hui dans ce webinaire et dans l'ensemble de nos échanges auxquels vous allez assister, c'est avant tout de parler des usages. C'est bien la promesse de cette émission et nous souhaitions vraiment vous proposer un programme riche avec des acteurs qui font plus qu'expérimenter, ils réalisent déjà des expériences immersives qui vont changer l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc avec notre programme Orange 5G Lab, nous sommes fiers de pouvoir accompagner des acteurs qui testent, et cette émission est l'occasion pour moi de vous inviter à venir nous rencontrer pour mettre en œuvre des expérimentations ambitieuses. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne émission à tous. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, je le dis, vous êtes en direct, vous êtes avec nous, mais c'est vrai qu'on ne vous voit pas parce que malheureusement, la connexion n'est pas forcément très stable. Mais merci beaucoup en tout cas Stéphanie d'avoir été avec nous. Écoutez, je vous propose qu'on débute tout de suite cette émission avec la première table ronde. Alors, dans cette première partie, on va vous proposer de réaliser une première table ronde. On va découvrir les acteurs qu'on a présentés au départ. L'objectif de cette première table ronde, c'est de comprendre les usages, c'est de comprendre les expérimentations que ces acteurs sont en train de réaliser, et puis de voir dans la réalité ce que c'est la XR. Je propose qu'on commence tout de suite avec Jérôme Jacquemin. Donc, votre titre précis, c'est Senior Director Product Marketing Europe de l'IoT chez Qualcomm. C'est bien ça? C'est ça. Bon, super. Alors, j'ai une question double. Bonjour Jérôme. J'ai une question double. Est-ce que vous pouvez nous présenter Qualcomm et puis nous dire, vous, aujourd'hui, quelles sont les expérimentations que vous menez conjointement entre XR et 5G? Parce que c'est bien l'objectif de cette émission, c'est aussi de voir un peu les apports des deux et comment le mariage de ces deux technologies peuvent apporter de nouvelles expérimentations. Oui, bien entendu. Qualcomm est une société californienne à peu près de 35 000 personnes basée à San Diego. Et clairement, la vision de la société, ça n'est plus seulement en fait d'interconnecter les gens les uns aux autres, mais non seulement ces mêmes gens, mais également tous les objets qui nous entourent. Et c'est notamment l'un des enjeux de la 5G. Et clairement, tout ce qui est réalité étendue est un énorme domaine d'investissement pour la société Qualcomm, avec des enjeux comme ceux de la 5G qui y sont liés, ainsi que tout ce qui est intelligence artificielle, bien entendu. Donc c'est une société qui réalise à peu près 23-24 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et qui est présente un peu partout dans le monde. Alors, est-ce qu'il y a des expérimentations que vous avez menées aujourd'hui, concrètement, que donne ce mariage entre la XR et la 5G? D'abord, si je peux me permettre, je voudrais peut-être prendre un petit peu de recul par rapport et prendre conscience des challenges technologiques apportés par la XR, donc la réalité étendue. On passe clairement d'un mode en 2 dimensions, dont on a l'habitude, par l'intermédiaire de nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, à un monde en 3D, en 3 dimensions, qui s'inscrit clairement dans l'espace. C'est ce qui se réfère en fait à ce qu'on appelle le spatial computing. On parle au niveau XR de la gestion de vidéos à très haute résolution, à 360 degrés, et ce en mode sphérique. Il faut également que l'audio soit à la hauteur en fait de ce challenge-là. Et comme on va porter ces appareils, il n'est plus question d'utiliser une souris ou tout ce qui est écran tactile, mais on va avoir des capteurs, des caméras qui vont aller regarder un peu nos mouvements comme nouvelle interface utilisateur. Et il faut que tout ça se passe en temps réel et en prenant en considération les mouvements de l'utilisateur même, avec les 6 degrés de liberté, c'est ce qu'on appelle le 6DoF. Et surtout, peut-être ce qui est plus important, c'est d'intégrer dans ce traitement en fait les éléments extérieurs, c'est-à-dire la définition des objets, où se trouve l'utilisateur, etc. On voit bien que pour la gestion simultanée de tous ces paramètres, on a besoin d'un débit extrêmement élevé
d'une latence qui soit minime et bien entendu de qualité de service très importante. Et tous ces éléments, comme Stéphanie l'a expliqué auparavant, sont tout à fait servis par la 5G. Alors pour répondre maintenant un peu plus directement à votre question, les technologies de réalité étendue vont se retrouver dans tous les domaines. En fait, c'est assez simple. Dans le domaine médical, par exemple, lors d'interventions chirurgicales, dans le domaine des loisirs, bien entendu, tout ce qui est jeux vidéo, les apprentissages aussi, au niveau de l'éducation, des universités, dans les écoles, dans nos loisirs, nos voyages. On va avoir du contenu enrichi grâce à tout ce qui est extended reality et la 5G dans les musées, pour donner un exemple. Un autre exemple au niveau industriel, tout ce qui est assisted reality, où on va envoyer un travailleur tout simplement sur des chantiers et on va pouvoir l'aider à dépanner à distance. Et un autre domaine également, Robin, si je peux continuer quelques instants, qui est celui de la collaboration à distance entre collègues et clients. Ça prend énormément de sens en ce moment à cause de la situation actuelle. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, de découvrir une petite vidéo qui va illustrer parfaitement cet exemple-là et comment donc l'application de tout ce qui est XR et 5G à ce sujet-là. Oh, hey. Bring in Model 5A. Hi, everyone. Oh, hey. What do you think? I think it looks great. Let's call in Darren. Oh, hey guys, what's up? Darren, we were wondering, could we change the color of the upholstery? Oh yeah, definitely. Let's see, how about blue? Works for me. What do you guys think? Looks good. Let's do it. Merci Jérôme pour cette vidéo, c'était vraiment hyper intéressant. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte que la promesse d'ubiquité, on commence vraiment à la toucher du doigt de façon très très tangible et ça c'est vraiment intéressant. Merci Jérôme, on reviendra vers vous dans un second temps, dans la deuxième partie de la table ronde pour parler du marché. Je voudrais maintenant donner la main à Florian Couret, donc vous êtes Head of Immersive Lab chez BNP Paribas Real Estate. Alors c'est intéressant aussi parce que Jérôme l'a dit, effectivement, il y a beaucoup de domaines qui vont être impactés par ce sujet de la XR, de la 5G. Comment ça se passe au sein de BNP Real Estate, donc BNP Paribas, pardon, Real Estate. Est-ce que vous avez des expérimentations? Quel est votre point de vue sur cette XR et voilà, tangiblement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, le sujet est vaste, parce que dans l'immobilier, comme vous l'imaginez, comme vous voyez sur le marché, il y a beaucoup de cas d'usage et beaucoup de gens qui essaient de développer ces technologies. En fait, je vais juste vous faire un historique de nous, ce qu'on a fait depuis quelques temps, vous allez comprendre la logique derrière tout ça. En gros, il y a quelques années, quand je suis arrivé chez BNP Real Estate, il y avait, en fait, BNP Paribas Real Estate, il y avait un projet qui s'appelait le POD, qui en fait consistait à visiter des appartements à distance, un peu de façon classique, avec à l'époque des HTC Vive dans une cabine. Et l'idée, en fait, c'est chez BNP, on est leader de l'immobilier européen, et si vous voulez, la plupart de nos cas d'usage, c'est de vendre des biens qui sont en Europe, de les vendre, de les louer ou de les construire ou peu importe à des gens qui sont pas forcément sur place et pas forcément surtout en France, voire dispatcher un peu dans Paris, etc. Donc on a un gros enjeu qui est de faire des tours de marché de n'importe qui à n'importe quel moment, hyper facilement. Donc on a commencé par faire de la réalité virtuelle. Alors là, vous avez lancé la vidéo beaucoup trop vite. Ah pardon. Ouais. Ça c'est la fin, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. En gros, on a commencé par faire de la réalité virtuelle, je vous la fais en rapide. En fait, on avait une approche très matérielle, on croyait beaucoup dans la réalité virtuelle. Ensuite, on s'est rendu compte que quand vous mettiez un casque sur la tête d'une personne lambda qui travaille dans l'immobilier, en fait, ça pouvait pas fonctionner parce qu'il était isolé des autres et c'est un métier très humain, vous avez besoin d'avoir de la confiance, etc. Donc, on a commencé à faire de la réalité augmentée, qui a beaucoup facilité les choses, mais on était encore très loin d'un usage au quotidien et c'est là, en fait, où on a développer un projet qui s'appelle Wired en fait, et c'est le premier projet qu'on a fait dans l'immobilier, en tout cas dans ma boîte, dans mon entreprise, qui a vraiment touché les opérationnels, qui nous a permis de faire entrer la XR dans la vie quotidienne des gens. Et donc là, vous pouvez lancer la vidéo maintenant, et en fait, l'approche, c'est une approche cartographique. En fait, on est parti du principe que le point commun entre tous les métiers d'immobilier, c'était l'immeuble.
Et quelle que soit la façon dont vous allez attaquer les parties prenantes dans l'immobilier, en fait, vous allez l'adresser par l'immeuble. Donc en fait, on a un projet d'entreprise qui est devenu un projet stratégique qui ensuite en fait qui consiste à construire un digital twin de toutes les zones où on fait du business en Europe. Donc c'est Paris, le Grand Paris, principalement pour l'instant, mais ça va être bientôt Londres, Francfort, Madrid, Milan, etc. Et en fait de créer un like Google Earth, mais qui est quand même assez différent parce que vous pouvez voir en bas. Alors ça c'est une vieille version. Et vous voyez qu'il y a une barre temporelle. En fait, on peut se déplacer dans le temps. Donc, en fait, je dis souvent que ça permet de se déplacer dans l'espace et dans le temps en même temps. Et on a mis toutes nos data métiers dessus. Donc, vous pouvez en fait faire des analyses de marché. Ça part de l'échelle européenne et ça descend jusqu'à l'échelle de l'immeuble, voire à l'intérieur de l'immeuble. On développe ça sous Unity. Et en fait, le principe derrière tout ça, c'est qu'on a implémenté les usages avec un usage qui est commun à tous les gens actuellement, qui est l'ordinateur ou la tablette. Donc, en fait, vous pouvez utiliser cet outil partout où vous allez. Presque partout où vous allez. Pour l'instant en 2D, et en fait ça a été pensé et construit comme une plateforme XR. Donc on est en train de développer une version en fait pour l'instant Oculus Quest et bientôt Magic Leap parce qu'on est partenaire avec Magic Leap. Et l'idée en fait pour nous, j'entendais le monsieur de Qualcomm juste avant qui parlait du travail collaboratif, mais pour nous l'idée en fait c'est de pouvoir faire des tours de marché de n'importe où, de n'importe quand, avec le bon expert à tout moment. Et en fait de connecter les gens en temps réel. Donc vous soyez capable de comprendre un marché à l'échelle de l'Europe comme ça, de l'échelle de l'Europe jusqu'à l'immeuble à l'intérieur de l'immeuble. Voilà, en très très résumé. Merci beaucoup, Florian. C'est extrêmement intéressant de voir ça. En combien de temps vous avez développé toute cette brique technologique? On a commencé en mars 2020. Donc il y a D'accord. voilà. Ok, donc c'est vraiment une expérimentation et c'est vraiment l'idée de se coller au marché et de pouvoir vraiment développer des fonctionnalités en fonction des attentes. Alors, ça a été une expérimentation, mais là on est en train de l'implémenter dans les systèmes IT de BNP Paribas, qui sont pas les plus simples, vous pouvez imaginer. Et ça prouve que le projet a été adopté par les opérationnels parce que maintenant c'est devenu live en fait. Donc voilà. Bravo, merci Florian. Bon, on verra comment cette expérimentation bouleverse le marché de l'immobilier et comment est-ce que ces différentes transformations, aujourd'hui, on va peut-être voir quels sont les résultats. Merci Florian. Je propose qu'on passe maintenant la main à Stéphane Adamiak. Vous êtes Head of Product de Manzalab. Alors, ce qui est intéressant chez Manzalab, c'est que vous êtes donc vous êtes vraiment la personne technique de cette table ronde parce que vous avez vraiment cette culture-là. Moi, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, vous qui vivez avec ces transformations depuis plusieurs années, comment vous voyez ces transformations et quelles sont les expérimentations là dernièrement qui vous ont intéressé? Alors peut-être qu'il y a aussi comment dire, un moment, je dirais, avec le Covid qui a changé beaucoup de choses. Florian et Jérôme en parlaient, le fait qu'on va chercher beaucoup plus d'interactivité aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est limité par des écrans, des webcams. Peut-être qu'on peut imaginer d'autres choses demain, d'autres méthodes d'apprentissage. Comment s'est passé, vous, cette transition ces dernières années et quels sont les points d'intérêt que vous avez fixés sur ce sujet de la XA? Eh bien, tout d'abord, donc Manzalab est une société qui vient de fêter ses 10 ans. Donc, à l'origine, son positionnement était plutôt sur le serious gaming, avec une culture héritée du jeu, avec la volonté de transmettre finalement donc des leviers, on va dire, d'apprentissage très efficaces dans le domaine du jeu. Donc tout ça a positionné donc Manzalab plutôt dans le domaine des expériences à destination de la formation, de l'éducation, de la culture aussi dans certains cas. Et très rapidement, finalement, à l'horizon, on va dire, de 2013-2014, avec l'arrivée de l'Oculus, qui a été la première machine, on va dire, le premier casque de réalité virtuelle à vocation grand public, on a senti donc l'opportunité pour servir justement ces objectifs d'éducation et de formation en misant sur l'immersion. Sachant que pour Manzalab, un des points forts, on va dire, de son positionnement, c'était de miser sur la notion d'expérience. Parce qu'on apprend beaucoup plus quand on vit une expérience plutôt que quand on consomme un contenu. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a des jeux de rôle qui fonctionnent très bien dans le cadre de la formation. Donc là, en immergeant l'utilisateur dans une réalité alternative, quelque part, synthétique, digitale, donc on avait beaucoup plus de chances de produire ces expériences. Ces expériences, d'ailleurs, sont au domaine de l'éducation et de la formation. Ça peut être aussi donc, le domaine de l'expérience de marque, par exemple. Donc, en tout cas, donc, on a développé comme ça une expertise dans ces expériences et avec des outils aussi que nous avons construits petit à petit, des solutions que nous avons agrégées pour proposer des solutions donc, à nos clients. En l'occurrence, pour lire à distance dans un premier temps,
On a eu par exemple des clients qui pouvaient avoir des bureaux qui étaient répartis sur toute la planète, dans des fois plus de 20 pays. Et donc la réalité virtuelle a été l'occasion aussi de réunir ces personnes-là, donc de recréer de la présence à travers donc ce qu'on appelle donc TeamU, notre solution technique et fonctionnelle qui permet de faire de la collaboration à distance, mais aussi donc d'avoir des expériences ensemble. Donc quelque part, je pense qu'en effet, donc le Covid a été le catalyseur. C'est-à-dire qu'on était dans une proposition un petit peu avant-gardiste encore jusqu'à l'année dernière, mais là on a eu une sorte d'afflux de besoins, et notamment par exemple de l'événementiel, où tout un secteur économique s'est privé de moyens de rassembler, finalement de créer des contacts avec des spectateurs ou avec des participants, des visiteurs. Donc nous avons orienté finalement notre solution TeamU pour permettre la virtualisation finalement de ces événements professionnels et recréer ce lien dont nous avions été privés par l'épidémie. Ouais, c'est Évidemment, intéressant de se rendre compte effectivement que le Covid a été vraiment un accélérateur pour les technologies qui étaient peut-être avant un peu à la marge. En tout cas, on les regardait en se disant, bon, peut-être un jour on ira vers ces technologies parce que ce sont des expériences qui nous intéressent, mais peut-être que l'usage n'est pas forcément là. Et là, il y a une accélération très forte de ces usages. Moi, j'aimerais que vous me parliez il y a une expérience que vous m'aviez présentée que je trouve très, très intéressante. C'est l'expérience que vous avez menée avec le Muséum d'Histoire naturelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et puis on va regarder en fond une vidéo pour comprendre un peu cette expérience? Alors, c'était justement une des expériences qui était dans le domaine plutôt de la culture et en collaboration, en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle et aussi donc avec le soutien d'Orange, donc avec notamment la communication, le groupe communication d'Orange Group et aussi donc la R&D. Donc là, l'idée, c'était de matérialiser finalement, d'immerger les visiteurs d'un musée dans toute l'information sur l'origine des espèces, leurs liens entre eux. Et donc là, on est clairement dans un domaine éducatif, mais aussi avec un enjeu quelque part derrière au niveau du traitement de la connaissance. Là, on se retrouve face à un arbre avec des myriades de branches. Et donc l'idée, c'est d'immerger l'utilisateur au sein de cette masse d'informations, de pouvoir naviguer à la volonté et de voir les liens qui peuvent se créer entre différentes espèces, découvrir aussi des parentés étonnantes, se rendre compte qu'on est des fois donc plus proche d'une méduse que d'un éléphant au niveau patrimoine génétique. Donc donner la possibilité à l'utilisateur de se retrouver dans une sorte de cathédrale comme ça, une architecture qui émerge simplement en montrant les liens entre les différentes espèces animales. Et là aussi, un peu comme avec le cas d'usage de BNP, dans le temps finalement, ne pas se limiter à une seule perspective, mais de pouvoir donc voir donc comment les espèces se sont développées au fil du temps. Ce qui est intéressant aussi à travers tout ça, je parlais d'architecture, donc et c'est une manière de visualiser, donc c'est de la data visualisation. Au-delà du culturel, ce genre par usage peut des fois beaucoup intéresser, par exemple, tous les gens qui travaillent sur des masses de données complexes, par exemple dans le domaine de la défense. C'est ce qu'ils appellent par exemple l'analyse systémique, où aujourd'hui donc les spécialistes de la sécurité et de la défense sont confrontés à des environnements où il y a énormément de données avec des sources très différentes, et ils sont à la recherche d'outils qui vont leur permettre finalement de filtrer, d'adopter des perspectives nouvelles sur un problème très complexe, comme par exemple une zone de guerre au Mali ou ce genre de choses. On a des tribus qui sont extrêmement enchevêtrées avec des factions à droite et à gauche. Donc ça, par exemple, on a donc des perspectives donc de développement là, du domaine culturel sur cette data visualisation en immergeant l'utilisateur au sein de la data. Alors, on va le voir tout au long de l'émission, on va faire des passerelles sur vraiment des secteurs très différents. Là, on a parlé de l'armée, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la culture. C'est vrai que la XR brasse quand même aujourd'hui énormément de thématiques. C'est ça qui est passionnant dans toutes vos interventions. On va finir cette table ronde avec Mathieu. Mathieu Ducrot, vous êtes Head of 5G et XR Service chez Orange. Alors, chez Orange, comment vous alliez l'ensemble des services qu'on a vu, on a vu que la XR, ça ressemblait beaucoup de services. On a vu que chez Orange, vous avez vous aussi beaucoup de services. Comment vous faites pour ne pas vous perdre dans tous ces services, toutes ces possibilités, parce qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas de fin en fait. Donc, il faut faire des choix, prioriser. Comment vous faites ce travail-là? Bonjour Romain, bonjour à tous. En effet, on le voit, la XR, c'est extrêmement dense, hein. Il
il y a à la fois des services pour le grand public, des services pour le B2B, et puis il y a la réalité augmentée, il y a la réalité virtuelle. Je pense que c'est important de faire cette distinction déjà sur les différents marchés. La manière dont on travaille, nous, chez Orange, c'est qu'on essaye de se fixer quelques objectifs par rapport aux évolutions du marché sur différents horizons de temps. Si on regarde plutôt sur le court terme, aujourd'hui, la réalité augmentée, elle est déjà présente dans notre quotidien. On l'utilise déjà dans beaucoup de cas d'usage sur nos mobiles, sur nos smartphones, que ce soit pour naviguer, se repérer, que ce soit dans le domaine du retail, dans le domaine de la gestion de la maison, dans l'éducation. On a vu, il y a énormément de domaines qui aujourd'hui tirent parti de cette réalité augmentée. Et cette réalité augmentée qu'on consomme aujourd'hui, ce sont des interactions qui sont généralement furtives, relativement courtes, qui vont tirer parti de ce qu'on appelle la spatialisation. Je crois qu'on n'a pas encore cité ce mot-là, mais c'est vraiment important de comprendre que la réalité augmentée, finalement, c'est des objets virtuels qui vont prendre conscience de leur contexte immédiat, leur contexte spatial. Et c'est ça qui change tout par rapport aux services qu'on connaît aujourd'hui, qu'on consomme sur nos smartphones. Et puis, c'est aussi des usages qui vont favoriser la persistance et la récurrence. Je vais donner quelques exemples très simples de ce qu'on travaille chez Orange dans ce domaine des services de la vie quotidienne. Nous, on utilise la réalité augmentée, par exemple, pour représenter la qualité du réseau de manière visuelle. C'est-à-dire, chez vous, par exemple, pouvoir représenter sous la forme de balises de couleurs la qualité du réseau dans les différentes pièces de votre appartement et, par exemple, avoir une représentation 3D de votre lieu d'habitation avec cette représentation sous forme de couleurs. Et donc ça, c'est rendu disponible sur les téléphones dernière génération, notamment grâce aux capteurs de type LiDAR qui commencent à apparaître, on le voit sur les dernières générations d'iPhone. Donc voilà un exemple concret, mais... Oui, Romain. Non, je disais, c'est extrêmement intéressant. On vient encore de citer une nouvelle technologie, le LiDAR, et donc effectivement, c'est ce qui est derrière l'iPhone 12 Pro, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que d'autres téléphones l'ont aussi. Mais donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'on parle de XR, on parle de 5G, mais en fait, il y a une myriade d'autres technologies aussi autour qui viennent capter des datas et puis pouvoir les retransmettre. Donc, c'est vrai que c'est un univers extrêmement riche. Exactement. Et donc, on parlait de l'AR sur le court terme, mais à plus long terme, si on se projette, ce sont les lunettes de réalité augmentée qui vont arriver massivement sur le marché à horizon. Alors nous, il y a débat chez les analystes. Nous, on estime que c'est autour de 3-4 ans que ces modèles-là vont vraiment devenir grand public. Et là, on arrive encore à un niveau encore supérieur de virtualisation. C'est-à-dire qu'on va être capable de virtualiser tous les écrans et de les rendre disponibles au travers de ces lunettes de réalité augmentée. Et donc là, il y a un autre niveau de réflexion qui s'engage, c'est comment je réinvente finalement l'expérience des écrans du quotidien, donc la télévision par exemple, tous les écrans que je vais pouvoir croiser, comment je réinvente cette expérience pour les rendre disponibles dans ces lunettes de réalité augmentée, donc par exemple les lunettes Nreal dont on va parler dans la suite du webinaire, et comment je réfléchis en termes d'interaction temps réel pour favoriser des interactions à plusieurs, des interactions sociales sur ces lunettes de réalité augmentée. Et quand on commence à réfléchir sur le segment B2B, ce que l'on voit, on en a cité quelques-uns, mais il y a énormément de domaines qui vont tirer parti de la XR. On peut réfléchir au niveau de l'industrie 4.0, tout ce qui est dans le retail, tester les produits avant de les acheter en réalité augmentée, vivre de nouvelles expériences en magasin pour sublimer les produits qui sont exposés. Évidemment, dans l'immobilier, on a parlé avec BNP Real Estate. Dans le tourisme, être capable de compléter un parcours touristique avec des éléments en réalité augmentée qui vont expliquer un petit peu l'histoire des lieux qu'on visite. Tout ce qui est smart cities, évidemment, pour se repérer dans la ville, pour comprendre l'information qui n'est pas accessible aujourd'hui, la rendre lisible pour tout le monde grâce à la réalité augmentée. Ou encore, on l'a vu dans l'éducation et la collaboration. Évidemment, la XR va jouer un rôle très important. Super, merci beaucoup pour votre intervention, Mathieu. Alors, effectivement, du coup, comme nous sommes en live, nous avons un sondage pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire un petit peu, vous, ce que vous en pensez de la XR. Alors, la question est simple. Quels sont les premiers secteurs concernés par la XR selon vous? Est-ce que c'est l'industrie, la formation, le commerce, l'immobilier, le divertissement ou autre, si vous voulez nous laisser des commentaires. Et d'ailleurs, on a reçu des commentaires déjà et on a une question pour Stéphane Adamiac. La question, c'est en quoi la 5G
apporte-t-elle une plus-value dans le cas d'école, alors dans le cas d'école musée? Quid du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6? Alors ça, c'est très spécifique. Merci Jean-François pour votre question. Mais peut-être effectivement, comment la 5G peut changer quelque chose pour ce cas d'usage que l'on a vu sur le Muséum d'Histoire naturelle? Alors, donc là, sur le cas par exemple du Muséum d'Histoire naturelle, finalement, la 5G n'est pas la technologie qui est clé dans tout ça, puisque c'est quelque chose qui est déjà installé sur une machine. Là, la 5G, elle va être intéressante plutôt, par exemple, ou ces nouvelles formes de Wi-Fi pour tout ce qui va être communication à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple. On va avoir des faisceaux qui vont être beaucoup plus focalisés, avec aussi un tracking, par exemple, des utilisateurs qui va être beaucoup plus fin que ce que permettent aujourd'hui les réseaux. Donc, par exemple, on peut suivre un visiteur, on peut déclencher des événements, des contenus qui vont réagir finalement à son arrivée dans une zone d'une exposition ou d'un musée, par exemple. Super. Merci beaucoup. Donc effectivement, du coup, on est vraiment Désolé sur la 5G. Oui, pour mon réseau, j'essaye de trouver un moyen de... Non, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement donc de bien dire que là, cette expérimentation était directement installée sur les machines. Donc, il n'y avait pas un besoin d'avoir de la 5G. Par contre, la 5G aurait pu être intéressante si effectivement le contenu était à l'extérieur et il devait être streamé sur le device, ou alors s'il y avait un besoin d'interactivité entre les personnes dans une même pièce pour pouvoir échanger ensemble. Mais ça, c'est intéressant de faire ce parallèle-là pour voir effectivement ce que la 5G peut apporter précisément sur ces expériences. Merci à tous. Je crois qu'on a bien compris les cas d'usage qu'on peut avoir. On va continuer à en parler. Mais je vous propose qu'on passe sur la partie 2 de cette table ronde et on va comprendre comment est-ce que le marché se transforme au regard de toutes ces transformations. Alors, dans cette deuxième partie, on va essayer de prendre un peu de hauteur. On va essayer d'avoir une vision un peu plus marché. Et je vous propose qu'on retrouve Jérôme Jacquemin chez Qualcomm. Est-ce que la 5G va transformer le marché de la XR, comme le disait Stéphanie au début? Et quelles sont les transformations que ça va apporter? Finalement, c'est assez semblable avec la question précédente de dire, bon, la 5G et la XR, quelle transformation? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Effectivement, tous les intervenants l'ont mentionné et moi-même également. Les aspects apportés par la 5G de débit, de latence faible, de qualité de service vont jouer bien entendu un très grand rôle dans le déploiement de tout ce qui est réalité étendue, tout ce qui est XR. Ça va tout simplement l'accélérer grandement. Je crois qu'il faut dire les choses. Et la 5G n'est pas d'ailleurs le seul domaine technologique qui va aider et qui va devoir continuer à évoluer et faire évoluer cette technologie. D'autres domaines également seront très importants, ceux du graphisme 3D notamment, le côté immersif est un autre domaine important, des écrans adaptés à tout ce qui est XR. On a des écrans globalement très très proches de nos yeux, donc ces technologies vont devoir s'adapter. Un autre domaine également est capital, celui de l'intelligence artificielle. On va être amené, grâce à tout ce qui est réalité étendue et la 5G, à gérer des cas d'utilisation de plus en plus complexes et qui vont devoir être très pertinents, globalement, qui vont devoir donc prendre en considération la fonction de la personne qui porte ces appareils, les lunettes, l'endroit où ils se trouvent, leur localisation, leur fonction, et également les objets qui l'entourent. Faut pas oublier à nouveau que l'un des principes de la 5G, c'est d'interconnecter en fait le monde qui nous entoure. Donc des milliards d'objets vont se retrouver interconnectés. Il va falloir tout simplement effectuer cette interconnexion avec du sens. Ce n'est pas seulement un challenge technologique. Il va falloir que ça ait du sens, que ce soit pertinent. Et ensuite les intégrer dans un modèle de réalité étendue, adapté, tout simplement. Alors, on a une question de la part de Marie qui est très intéressante, qui est de dire, finalement, qu'est-ce qu'on pourra faire demain en 5G, ou qu'est-ce qu'on peut faire en 5G, parce que certains l'ont déjà, qu'on ne peut pas faire en 4G. Alors, vous l'avez dit, est-ce que c'est une question de débit, de temps réel? Est-ce qu'on est sur ces sujets-là? Absolument. On est clairement dans ces sujets-là. À nouveau, si on peut prendre un petit peu de recul par ce qu'apportait globalement la 4G, c'était très haut débit de vidéo pour les utilisateurs. Ici, ça va beaucoup plus loin que ça. On parle clairement à nouveau d'interconnecter le monde qui nous entoure. Je peux prendre peut-être un exemple. Quand vous êtes un utilisateur qui est dans une pièce,
Vous allez avoir dans les lunettes de réalité virtuelle des caméras qui vont aller scanner votre environnement, qui vont aller comprendre l'endroit où vous êtes, qui vont aller identifier les différents objets qui vous entourent pour vous proposer un certain nombre de mondes plus ou moins virtuels et qui vont à nouveau être pertinents, avoir du sens par rapport à ce que vous recherchez. Et tout à l'heure, une application a été décrite, qui était celle d'une expérience en boutique, par exemple, où vous allez pouvoir avoir un mannequin devant vous que vous allez pouvoir revêtir de différents vêtements en fonction de votre goût, changer la couleur. Voilà, ça fait partie des applications de réalité étendue. Et à nouveau, la 5G et tous les aspects de débit, qualité de service et de latence sont très importants. C'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, pour se donner une image, et vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'avec la 4G, on peut recevoir des contenus, même au débit. Par contre, avec la 5G, on va pouvoir rentrer dans les contenus et pouvoir travailler avec les contenus. On l'a vu dans la vidéo que vous nous avez montrée, où tout d'un coup, en temps réel, on peut changer la couleur du bus. Et donc, une vidéo ne sera plus un bloc comme ça qu'on ne peut pas toucher, mais du coup, on pourra changer directement à l'intérieur, mettre des données supplémentaires. On l'a vu avec Florian de BNP Paribas Real Estate, de pouvoir changer directement, de pouvoir avoir un maximum de données et de personnaliser son expérience. Ça, c'est vraiment intéressant. Stéphane, pour Manza Lab, est-ce que vous avez senti une évolution de la demande? Alors, on a un peu parlé tout à l'heure du Covid, mais est-ce que la demande a évolué? Est-ce que vous sentez que aujourd'hui, il y a une forme de maturité dans les propositions qu'on vous fait, dans les demandes que l'on vous fait? Est-ce qu'il y a une meilleure compréhension de la XR finalement? Oui, clairement. Donc, on a eu une augmentation du nombre de cas d'usage qui ont pu permettre d'illustrer le potentiel de la technologie. On a eu aussi donc une nouvelle génération d'équipements qui étaient plus simples à utiliser, plus simples à mettre en place et aussi, il faut le dire, moins chers, tout en étant plus mieux disant, on va dire, au niveau performance technique. Après, donc, on voit aussi que ce contexte dont on parlait aujourd'hui, de sanitaire, a été un accélérateur. Donc aujourd'hui, ce qui était, on va dire plutôt hier, ce qui était un luxe ou alors une tentative d'innovation devient aujourd'hui un réel besoin. Ce qu'on voit aussi, c'est certainement aussi un besoin de ce qu'on pourrait appeler de multimodalité. C'est quelque chose que nous avons étudié chez Manza Lab, où on va plutôt combiner entre outils. Et finalement, aujourd'hui, alors que la XR était une sorte d'alpha et d'oméga de destination vers laquelle on devait aller, aujourd'hui, la réflexion se passe au niveau de l'intégration de la XR dans des contextes de travail et de collaboration qui sont déjà existants. On va passer justement sur une notion un petit peu de complémentarité et travailler sur le passage d'un device à un autre. C'est un peu la question de Jean-François là en commentaire, il nous l'a posée et je la trouve très intéressante de dire finalement aujourd'hui on parle beaucoup du casque, mais est-ce y a-t-il d'autres modalités pour parler de XR et pour avoir de la réalité virtuelle? Alors réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir un petit panel peut-être d'outils que l'on peut utiliser pour déjà commencer à embrasser un peu la XR? Le téléphone mobile est certainement le premier finalement. Quand on voit les efforts d'Apple pour faire en sorte que la réalité augmentée soit intégrée déjà pour un parc installé de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, donc c'est clairement le point d'entrée. En tout cas, nous, on considère aussi que le téléphone mobile est un panion pertinent pour la XR, même si on est en réalité virtuelle. C'est un écran secondaire, c'est une palette tactile. C'est aussi quelque chose qui permet de capturer le réel autour, donc à travers une caméra, avec aujourd'hui la notion de lidar, donc aussi gérer la profondeur. Donc le téléphone mobile aujourd'hui est un bon point d'entrée dans tout ce qui va être expérience ou outils XR. Alors, on a évidemment les casques de réalité virtuelle, mais aussi une nouvelle génération de matériel qui arrive, avec notamment, on le verra tout à l'heure, Nreal, qui est une sorte de pionnier, on va dire, avec d'autres dans le domaine des équipements qui sont plus légers, qui seront dans un premier temps d'ailleurs souvent connectés à un téléphone mobile, mais qui grâce justement à la 5G, on y reviendra plus tard, devraient permettre aussi d'avoir des équipements très très light. Et bien justement, vous parlez d'Nreal, et ben je vous propose qu'on regarde une interview d'Olivia Stockwell qui va nous présenter ce que c'est Nreal et elle va nous présenter du coup ces fameuses lunettes pour savoir ce qu'on va pouvoir vivre comme expérience avec ce nouveau matériel. XR is allowing a much richer engagement without the bounds of travel and in-person logging of a paper and computer.
One of the use case is entertainment. I'm not sure about you, but when I go to a date night, I normally just go to a movie theater. But with COVID, theaters are closed. Enjoying a movie has become a luxury. With Unreal and 5G network, your theater is always available to you. Basically, it's your portable IMAX theater. So the second use case I really want to share with you is Spatial on Unreal Light. Spatial transforms any room into a 3D workspace, allowing teams that feeling of physically being together. And it also allows 2D and 3D content collaboration in real time. But how? By eliminating the fatigue of video conferencing and work travel, and allowing teams to grow closer at any time and anywhere. Imagine yourself living your dream life. Imagine yourself living your Star Trek holodeck and a Star Trek Discovery holocom life. "5G provides fast, reliable connection anywhere. It's the speed and bandwidth without location dependence. XR soaks up the data and requires a low latency connection to keep the synchronization with all the participants. It's vital to power our Star Trek vision. Of course, there are multiple implementations of 5G, ranging from fully cloud-based computation with 5G delivering pre or partial renders to edge computing, augmenting the relatively light processing power of consumer-friendly and consumer-physically device. In all cases, that speed, low latency, and location independence are all very exciting components to make 5G and XR the best friends. Donc voilà, nous avons pu avoir la présentation de InReal, donc ces fameuses lunettes. Florian, chez BNP Real Estate, on l'a vu, hein, il y a des technologies qui se développent aujourd'hui au sein. On a vu l'expérimentation que vous avez menée. Comment est-ce que la 5G, ça va permettre d'améliorer ces expérimentations, d'aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a des cas d'usage que vous avez identifiés aujourd'hui pour ce genre d'expérimentation? Eh ben, dans notre cas, c'est assez simple. On a des énormes quantités de données. Vous imaginez bien que quand vous avez toute l'Europe en 3D temps réel avec toute nos data, c'est des énormes quantités de données. Si on veut qu'un opérationnel lambda, entre guillemets, puisse utiliser en temps réel au bon moment, il nous faut en fait qu'on ait accès à du cloud computing à distance, c'est pour avoir les bons niveaux de rendu et avoir la meilleure qualité d'expérience, qui n'est pas possible sur un ordinateur ou sur du mobile. Donc pour nous, la 5G, c'est clé en fait pour qu'on ait vraiment la meilleure expérience au meilleur moment en temps réel. Et j'en parle parce que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant, je trouve que c'est fondamental. Pour nous, en fait, on a aussi toute une approche environnementale. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui se déplacent, typiquement des gens qui sont basés en Asie, qui viennent en Europe et qui font un tour d'Europe en une semaine pour voir plein de biens immobiliers dans plein de villes. Souvent juste pour un peu sentir le coin et voir des choses qu'ils pourraient voir en fait à distance. Et nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est remplacer une bonne partie des voyages par l'expérience, et ça permet en fait de faire pas d'acheter un bien quand vous allez acheter un immeuble à la Défense qui coûte 300 millions d'euros. Évidemment, vous avez besoin à un moment d'aller dans l'immeuble. Mais par contre, quand vous faites la présélection et que vous avez besoin de comprendre un marché dans son entièreté, c'est pas nécessaire de prendre l'avion. Et en fait, là, pour l'instant, on est très tributaire des connexions de nos clients, des conditions qui sont pas forcément optimales, et on est obligé de faire des adaptations en fonction justement des flux, etc. Et je pense avec la 5G, on va pouvoir en fait avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement déjà sur nos ordinateurs, tablettes, etc. Et plus tard sur les casques de réalité virtuelle et augmentée. Même si, je le répète, on n'est pas du tout obsédé par les devices. Juste, je dis ça en réaction par rapport à la vidéo qu'on a vue avant, quand elle parle d'aller au cinéma sur son casque Unreal. Moi, personnellement, je vois pas du tout l'intérêt. Mais bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Mais voilà. Alors, non, ça, en fait, c'est un point extrêmement intéressant parce que, effectivement, quand on avait échangé pour préparer cette émission, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent, qui était de dire, en fait, la technologie, c'est intéressant. Et puis, comme on est là dans la deuxième partie sur le marché, du coup, c'est intéressant aussi de répondre à une demande. Comment vous avez fait, vous, pour échanger avec vos équipes et pour savoir, pour comprendre si les usages que vous vouliez proposer étaient les bons? Comment s'est fait ce rapprochement pour être sûr que ce que vous alliez produire, l'expérimentation et donc le produit que vous alliez mener
répondait à une attente pour de vrai? Est-ce qu'il y a eu des phases de ratage au départ où vous êtes parti dans des trucs totalement stellaires et tout le monde vous a Ce dit que que... je disais, ouais, au début, on faisait pas mal de réalité virtuelle et de visites d'appartements, et en fait, ça n'apporte aucune valeur aux gens qui sont sur le terrain. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste on s'est mis en contact avec des gens qui travaillent au quotidien et qui ont besoin d'outils. On leur a posé la question et on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était, en fait, nous, on a une approche qui est pas du tout, notre approche, elle est vraiment autour de la 3D, en fait, pas autour de la XR spécialement. Nous, notre idée, c'est de produire des contenus et ensuite de trouver les meilleurs moyens de les diffuser au bon moment aux personnes, en fait. Donc l'idée, c'est l'outil de base qu'utilise une personne dans sa vie quotidienne, bah, c'est un ordinateur ou un téléphone mobile. Donc ça, c'était notre première cible. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, on va agréger par-dessus ça, en fait, des technologies innovantes et les gens les utiliseront quand ils seront prêts à les utiliser. Et personnellement, je pense pas que, par exemple, on parle de spatial dans la vidéo d'avant là. Nous, on a beaucoup testé spatial et ça fonctionne pas du tout dans la vie quotidienne. Pour une raison très simple, c'est que les gens normaux, c'est-à-dire pas tous ceux qui participent à cette conférence et probablement pas forcément les gens qui sont dans le public, en fait, n'ont pas envie de mettre des casques pendant des heures. Ça les gonfle. Moi-même, ça me gonfle d'ailleurs au bout d'un moment. Et moi, je pense personnellement que s'il faut le mettre, il faut mettre des casques ou des casques d'ailleurs, mais en général, au moment où c'est vraiment utile. Par exemple, vous voulez voir ressentir les volumes d'un immeuble, ok, là on met un casque. Vous avez envie de voir un meuble spécialement en taille réelle, etc. Là, ok, c'est intéressant de mettre un casque. Mais dans Spatial, quand vous avez les gens qui sortent leur PDF et qui les regardent dans Spatial, personnellement, je suis très très sceptique là-dessus et j'ai bien vu au quotidien que les personnes ne s'en servent. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre l'effet waouh, où c'est génial, on découvre un truc. Et là, pour Spatial, c'est génial, effectivement, d'avoir les hologrammes, etc. L'expérience, c'est trop cool. Mais dans la vie quotidienne, dès que vous passez aux choses sérieuses, allez, on pose le casque et là, on commence à travailler, quoi. En gros, c'est ce que nous, on a constaté. Donc, pour revenir à la question initiale, c'est là où la cartographie et la 3D et surtout la data vise, en fait, sont super utiles. Ils vont nous permettre, je pense, de développer la XR dans les métiers, mais par l'approche métier, en fait, pas par l'approche matérielle. Mais ça, c'est vraiment, enfin, je crois que c'est vraiment ce qu'on essaie de dire depuis le début, donc c'est intéressant, je crois qu'on est assez alignés, de dire qu'effectivement, l'enjeu de la XR, c'est de pouvoir proposer des expériences immersives, quel que soit le device, et de pouvoir adapter l'expérience qu'on a envie de créer en fonction des usages, et donc en fonction des devices qui va avec. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas appelé cette émission du coup que VR ou AR, ou on n'a pas voulu se positionner sur une technologie, par contre, on a voulu se positionner sur une volonté aujourd'hui de transformer des contenus en expériences, et de voir comment est-ce qu'on pouvait avoir un continuum en fonction des devices que l'on a, en fonction des usages, en fonction du contenu, ce qui est beaucoup de critères déjà, et de voir quelles sont les expériences les mieux. Et puis surtout, c'est important d'avoir vos réactions et de voir comment est-ce qu'on peut réussir à capitaliser, parce qu'en fait, c'est un learning, c'est un apprentissage, pardon, que l'on va avoir là, je pense, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc merci beaucoup, Florent, déjà de partager des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, parce que ça fait partie aussi de la vie de la technologie. Donc ça, c'est top. Merci beaucoup. Pardon? Donc, je disais, c'est juste mon expérience. Je dis pas que je détiens la vérité universelle, mais c'est ce que nous, on a constaté dans le quotidien. Voilà. Ouais, complètement, mais c'est hyper intéressant. Je propose qu'on passe du coup à la dernière personne de cette table ronde, qui est Morgane Boucher. Donc, Morgane, vous êtes vous gérez l'innovation et digital content, vous êtes directeur et vous êtes chargé de la XR au sein d'Orange. Alors, désolé, j'essaie de franciser vos titres à chaque fois, donc je pense que ça apporte des approximations, désolé. Aujourd'hui, vous, les entreprises, est-ce qu'elles peuvent vivre des entreprises XR complètes? On l'a vu avec Florian, qui nous disait qu'aujourd'hui c'est compliqué, il faut trouver les usages, il faut chercher. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir une vision un peu de comment évolue ce marché et quelles sont les expérimentations qui vous semblent pertinentes pour des entreprises aujourd'hui? Ah, alors Morgane, je n'ai pas votre son, je crois que vous avez coupé votre micro. Vous m'entendez? Allez, on vous entend, super. Du coup, la question, voilà, c'était de savoir un peu comment vous... Super, allez-y. Oui, bien sûr. Donc, on est bien sur une évolution certes assez pro, puisqu'elle amène de l'âge et des technologies complètement nouvelles, s'inscrit dans une évolution assez naturelle. La 5G est une évolution de la 4G, comme le rappelait Stéphanie en introduction. L'immersion, c'est quelque chose qui est déjà demandé par les consommateurs depuis plus de 10 ans à travers les réseaux sociaux, le fait de s'immerger dans une histoire, dans des discussions. Donc, ces éléments sont déjà là. Ça a été évoqué au début aussi.
on est sur une rupture profonde technologique. Qualcomm l'évoquait, on passe du monde du pixel, donc du monde à plat, à un monde de 3D sur du volume. Et tout ça nous amène à écrire et définir des nouvelles expériences. Beaucoup d'industries se lancent dans ces schémas-là et testent des choses. Le 5G là est là pour accompagner ces évolutions et pouvoir prototyper ensemble, en collaboration, ces nouvelles expériences-là. Donc on arrive à quelque chose qui est assez naturel, mais qui nécessite encore beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travaux et de collaboration. Et donc, en termes d'industrie, donc on a beaucoup parlé d'industrie, le technicien augmenté, de la formation ou la prévention des risques, où on a aussi beaucoup de choses dans le monde du grand public qui sont déjà là, mais qui vont forcément devenir de plus en plus grand public avec l'arrivée de technologies qui vont miniaturiser les casques. Typiquement, on parle beaucoup de réalité virtuelle, mais à terme, mes lunettes seront des lunettes de réalité mixte qui tantôt me permettront de m'immerger dans un contenu ou de connecter avec le monde ambiant et d'augmenter mon monde réel. Toutes choses-là vont arriver naturellement pour épouser nos besoins humains. Et donc, ce type de lunettes sont des choses qu'on peut complètement imaginer dans la prochaine. Donc, Henry est un bon exemple, parce que c'est cette voie-là qui est de poursuivre, mais on sait aussi comme Facebook, y travaille également, et il y en a aussi beaucoup d'autres qui arriveront peut-être par surprise dans les années à venir, notamment Apple qui a été mentionné. Donc, et donc forcément, ça va bouleverser à la fois le quotidien de nos clients. Nous, opérateurs, nos clients vont être impactés par ces évolutions-là. Du coup, leur monde du quotidien va être augmenté. Donc, quel est le rôle de l'opérateur? En quoi la 5G va venir accompagner tout ça? En quoi la 5G va avoir aussi un rôle de souverain par rapport à des États pour que les données qui vont être récoltées puissent être garanties par rapport aux abonnés. Et puis, pour le monde de l'industrie, des opportunités business qui vont être considérables. L'armée américaine travaille sur les mondes d'immersion pour construire des hélicoptères, des modèles dans l'aviation avec des bénéfices et des gains de productivité qui sont assez considérables. Donc, il y a aussi des éléments business extrêmement concrets qu'on voit déjà maintenant et qui vont s'amplifier dans les années à venir. C'est vraiment très intéressant, effectivement. C'est une plongée dans le futur pour voir comment est-ce que ces entreprises vont pouvoir se transformer. Et on l'a dit tout au long de cette émission, c'est vrai, vous l'avez rappelé, ça touche énormément donc les industries, ça touche beaucoup de typologies d'entreprises, pardon. J'avais lancé dans une liste comme ça. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, on l'a vu effectivement avec InRail, de voir qu'il y a des évolutions en termes de device et que peut-être qu'on va réussir à trouver de nouvelles formes d'expérience. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous propose qu'on passe tout de suite au sondage de cette deuxième table ronde. Je vous propose une deuxième question. La question est simple. Dans combien de temps souhaitez-vous intégrer la XR au sein de vos organisations? Est-ce que c'est maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que finalement, les expériences que vous avez vues aujourd'hui et les différents propos et analyses de nos experts vous ont convaincu ou pas de vous dire, tiens, ça peut être intéressant, on peut le tester. Donc ça, c'est le sondage, n'hésitez pas à y répondre. Et puis, je vous propose qu'on passe tout de suite finalement au Q&A, à vos questions-réponses directement. On va essayer de prendre quelques-unes de vos questions parce que le temps file et c'était extrêmement riche. Donc, tout de suite, le Q&A. Alors, je vous propose que je prenne quelques questions. Alors, j'ai plein de questions qui me sont envoyées. J'essaie de les prendre au fur et à mesure au cours de cette émission. J'ai une question qui est intéressante, c'est quelle leçon tirez-vous de l'expérience Google Glass? Alors, peut-être Mathieu ou Stéphane, peut-être. Je ne sais pas si l'un des deux veut prendre la parole. Peut-être Stéphane. Est-ce que les Google Glass ont été une première étape intéressante? Est-ce que ça a été des expériences qui ont été pour vous positives? Est-ce que c'est un point de départ? Voilà, comment vous percevez un peu cette expérience? C'était une expérience très intéressante à suivre parce qu'en fait, c'était en avance de phase, clairement, et aussi parce que c'était très différent de ce qu'on appelle aujourd'hui la XR. C'était vraiment donc de la réalité augmentée dans le sens où on projetait une information 2D finalement dans le champ visuel de l'utilisateur. Donc finalement, c'était pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui la XR. C'était finalement un peu déjà encore le monde d'avant. Par contre, avec une réflexion au niveau de l'appareil lui-même. Et là, ce qu'on a pu voir aussi, c'est l'impact sociétal aussi de ces équipements.
finalement, ce qui a été le plus intéressant à étudier sur Google Glass, en dehors de ses limites techniques, ça a été donc la manière dont il a été reçu par le grand public, avec des fois des lynchages dans certains endroits, ce genre de choses. Donc finalement, dans une société, à l'époque, où on parlait beaucoup de Snowden, de la surveillance de masse, etc., l'arrivée du Google Glass est tombée vraiment comme un chien dans un jeu de quilles qui n'a pas arrangé, on va dire, la réflexion à l'époque. Donc ça continuera de poser les mêmes questions. Quand on aura donc cette nouvelle génération d'équipements qui seront beaucoup plus discrets, on va à nouveau devoir se poser les questions pour éviter finalement une sorte de paranoïa qui se mette en place. À quel moment suis-je dans le champ de quelqu'un qui est en train de capter? Comment montrer aux autres, justement, comment créer des nouveaux codes de communication qui vont donc permettre d'intégrer ces appareils dans nos vies quotidiennes. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, ça a été un point de départ et puis après, il y a eu beaucoup d'expérimentation. En tout cas, ça a pu sensibiliser effectivement beaucoup de monde à ces nouveaux outils. Au départ, c'était un peu étonnant. J'ai une autre question qui, je crois, pourrait convenir à Morgane. Il y a une question qui est posée sur la 5G XR d'Orange. Est-ce que Orange va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle des headsets, donc des casques, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une place pour des cardboards? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de cardboards qui se sont développés ces quelques années. Est-ce que c'est la fin du cardboard? Est-ce qu'on va aller là quand même vers des devices un peu plus évolués? Même si tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui disait finalement le téléphone est un des premiers outils qu'on utilise quand on parle de XR aujourd'hui. En termes de device, on en est où? Il y a une réflexion là-dessus? Ou est-ce qu'il y a un blocage un peu technologique ou d'usage sur ces fameux casques? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tous chez nous. Non, la fin a déjà sonné. Il y a déjà maintenant un an, voire 2 ans. On tend vers des casques complètement autonomes, donc à l'image d'Oculus, du Quest 2. Et on se dirige vers une miniaturisation et notamment grâce à l'arrivée de la 5G et des solutions de cloud avec le edge computing qui vont permettre de réduire en partie la taille du casque, donc du coup réduire un petit peu son prix et de déporter une partie du processeur dans le casque aujourd'hui grâce à la 5G. Donc au contraire, on va vers quelque chose de plus puissant, plus petit, plus agréable à porter, avec un usage déporté du processing pour faciliter derrière tous les usages aujourd'hui, à la fois la latence avec le côté social, le fait de pouvoir interagir comme on le fait aujourd'hui avec un minimum de latence, et puis de pouvoir charger en temps réel des environnements 3D extrêmement volumineux et les plus réalistes possibles pour nous immerger. D'accord, donc ça a coupé un peu Morgane, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant de dire qu'effectivement il y a une évolution des casques et de voir que de plus en plus la puissance de calcul va être déportée et grâce à la 5G on va pouvoir avoir des données qui arrivent directement dans le casque et donc de vivre des expériences. Je voudrais donner une dernière question pour Jérôme Jacquemin pour Qualcomm. Est-ce que la 5G va permettre de faire baisser le prix des casques et des lunettes? Est-ce qu'il va y avoir un accès plus large à ces devices, à ces technologies, grâce à la 5G du coup? On en a un peu parlé, hein, mais quel est l'impact réel sur le client final, en fait, sur nous? Déjà, je voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit, et notamment Florian, je crois qu'il était un petit peu dubitatif sur la durée d'utilisation de ces casques-là. La division que nous avons chez Qualcomm, parce que nous construisons donc des plateformes microélectroniques pour adresser ce marché, c'est que la réalité étendue doit être utilisée partout, pas seulement à la maison ou dans les entreprises, dans la rue, en montagne, à la campagne, au stade, partout. Et effectivement, donc là, ça, c'est ce que l'on appelle en fait le concept de boundless XR, donc en bon anglais, hein, pour traduire ça peut-être en français par la réalité étendue sans limite. Mais effectivement, il va falloir que les casques deviennent plus agréables à porter, plus légers, plus stylés, comme le dirait mon fils de 8 ans. Et bien entendu, donc il va falloir repenser, c'est ce qu'a exprimé un petit peu Morgane, la façon dont l'architecture en fait de ces solutions-là. On va garder dans le casque, dont nous avons porté en fait tous les aspects à très faible latence. Par contre, tout ce qui est très lourd en termes de computing va être déporté effectivement dans le cloud, de façon à obtenir au final une expérience photoréaliste. Et donc tout ça, effectivement, donc ça c'est ce que l'on appelle en fait le split rendering. C'est un concept chez Qualcomm où on va donc travailler et faire coexister les deux architectures. Mais effectivement, il faut pas oublier que nous sommes sur un marché naissant
encore à ce stade, qu'il y a encore beaucoup de progrès technologiques à effectuer, mais la vision est celle qu'expliquait Morgane auparavant, c'est-à-dire des simples lunettes vont à terme même remplacer votre smartphone et vous rendre la vie environnante beaucoup plus pertinente et attrayante, je dirais. Donc, on se dirige vers une démocratisation des devices pour pouvoir partager avec tous. Et puis, Florian le disait, hein, de pouvoir apprendre, continuer à apprendre constamment, de ne pas avoir une vision trop technologique, une vision d'usage. Et c'est ça qu'on partageait tous ici. Donc, c'est très intéressant. Bon, je vois qu'il est 12h30. On a débuté à 11h30. La promesse, c'était de tenir dans l'heure. Donc, on est un tout petit peu en retard. Désolé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités, nos experts d'être venus aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous leurs expériences. C'était vraiment extrêmement enrichissant. Nous, on se retrouve le 9 février pour une émission un peu spéciale puisqu'on sera, on l'espère, dans le lieu d'innovation du 5G Lab. On va pouvoir vous accueillir, on va pouvoir échanger avec vous. On verra comment est-ce qu'on fait au mieux pour que ça se passe. En tout cas, c'est la promesse. On se retrouve de toute façon le 9 février pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des messages, n'hésitez pas à aller aussi sur le site du 5G Lab. Il y a l'URL qui va s'afficher juste une fois que j'aurai... juste là, bravo, merci à la réalisation. Donc merci à tous, vous pouvez voir toutes ces informations sur donc 5glab.orange.com. Je vous retrouve le 9 février, donc n'hésitez pas à être alerté sur Webikeo, on vous enverra un mail. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Ciao.